Bien, nous allons passer à notre première table ronde. Donc, j'invite les participants à nous rejoindre. Alors, où sont-ils? Madame Yeven, monsieur... On ne s'est pas vu tout à l'heure. Ben non, venez. Madame Yeven, Monsieur Melon et Madame Gilma Sadel. Alors, prenez place comme vous le souhaitez, sur du rouge, sur du violet, c'est comme vous voulez. Et peut-être, le temps que vous vous installiez, allons-nous avoir une première vignette de Pavot. Allô? Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis caché là-haut, donc vous ne me voyez pas et je dessinerai pendant cette journée de colloque. Donc j'ai fait un premier dessin. Alors j'ai triché, je l'ai fait avant de venir. Hein. Je l'ai fait hier soir. Ouais. Mais la plupart des autres seront en direct, je vous promets. Voilà un premier dessin pour commencer la journée. Allez, un premier dessin de Pavot, fait un petit peu en avance. Alors, est-ce qu'on va l'avoir, nous? Ah, qui est un teasing. Qui est un teasing parce que vous verrez que nous aurons la présentation d'un outil en fin de table ronde qui renverra à ce dessin. Donc, je trouve ça important. Alors, Pavot, il y a des sourires là dans la salle. Hein. C'est bien, moi je ne les vois pas. Non, tu ne les vois pas, donc je suis ton miroir. Vocabulaire, voilà, pour qu'on ait un vocabulaire commun, de savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de fugue. Hein. Tout n'est pas une fugue, donc voilà. Je vous invite de vous tourner vers le fugomètre en cas de besoin. Allez, merci à tous, à tout à l'heure. Merci Pavot. Donc tu as bien compris qu'effectivement nous avions des questions, ne serait-ce que sur la définition. Y a-t-il un consensus sur la définition de la fugue? Donc le premier dessin renvoie à cette question. Alors, vous présentez nos intervenants. Alors, madame, je m'applique, je me suis entraînée toute la matinée. Ashe Yeven. Vous êtes secrétaire général de Missing Children Europe et vous allez nous faire, vous, un panorama des fugues en Europe. À côté de vous, donc c'est monsieur Arthur Melon, qui est membre d'Agir contre la prostitution des enfants, et vous interviendrez à la fin de la table ronde. Et juste à côté de vous, Carole Gispal-Adel, cadre de coordination 119 Enfance en danger. Voilà. Et puis madame la députée qui nous fait le plaisir de rester avec nous. Et bien évidemment, vous prenez la parole si vous avez des questions. Enfin, je vous cède bien volontiers le micro. Et puis voilà, Sandrine Pépi qui nous accompagne aussi sur cette première table ronde et on est ravis. Même si elle ne va pas beaucoup parler parce que petit problème de voix. Oui, madame Yeven, donc c'est vous qui ouvrez le bal. Donc vous avez la petite zapette avec vous? Ok, tout va bien. Donc vous avez compris, hein, la flèche avant, flèche arrière. 20 minutes, alors ça, je rappelle, hein, c'est la règle. 20 minutes chacun. Et si vous dépassez votre temps de parole, une trappe s'ouvre et vous atterrissez directement dans la cave du ministère. D'accord? Et juste une petite, parce que j'ai oublié de le préciser, pensez à éteindre vos portables ou mode vibreur. J'ai oublié de le dire tout à l'heure en introduction et c'est très important. Je me tais, à vous, madame Yeven. Merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais remercier Enfants disparus pour cette occasion d'introduire le sujet à cette conférence internationale très importante. Le sujet des fugues ne reçoit pas l'attention dont il a besoin et les fugueurs il est dommage, souvent mal compris. À cause de ça, on rate à 100 à l'heure des opportunités à améliorer le bien-être de beaucoup d'enfants. Et moi, je vais parler aujourd'hui un peu de la situation en Europe. Donc, l'organisation pour laquelle je travaille, c'est Missing Children Europe, donc Enfants disparus Europe. On a peut-être... Oui, voilà. Donc voilà, je vais un peu parler de Missing Children Europe et les données que nous avons sur le sujet des fugues. Je vais aussi parler des données intéressantes des États-Unis, le Royaume-Uni, peut-être en Belgique aussi. On a des données qu'on n'a pas au plan européen, mais qui sont quand même un peu intéressants pour voir. Et dire quelques mots sur les besoins qu'on voit, sur la sensibilisation. Je ne suis pas francophone, donc je fais de mon mieux. Et les réponses à donner inclus. Missing Children Europe et son réseau de numéros. Donc on a 32 pays en Europe qui ont mis en place des numéros d'assistance pour les enfants disparus. Accessible partout en Europe, donc le même numéro. C'est très important pour les parents qui doivent faire face à une disparition d'un enfant. Ils peuvent accéder aux services d'urgence dont ils ont besoin, quel que soit le pays européen où ils se trouvent.
Ce numéro les met directement en relation avec les organisations nationales spécialisées dans ce genre de cas. Et 22 de ces lignes sont nos membres. Les autres sont surtout les services, ce sont tous des ONG. Ceux qui ne sont même pas membres, la plupart, ou qui ne sont pas encore membres, la plupart, ce sont des lignes de SOS, le 112, donc même service, même répondant, ou la police. Voilà. Tous les 2 minutes, ce sont des vieux chiffres, mais quand même, tous les 2 minutes, un enfant est porté disparu en Europe. Notre mission, c'est de protéger les enfants de toute violence, maltraitance et négligence, menant ou provoquant leur disparition. On a 4 domaines de travail, donc les lignes d'assistance dont j'ai parlé, les fugues, les enfants en migration et les enlèvements parentaux internationaux. On fait surtout un peu de recherche, surtout de formation, du plaidoyer au plan européen et la sensibilisation. Et voilà, depuis, ce sont les 4 domaines depuis 2018. Et le fugue, c'est nouveau. On a des données chiffrées sur les fugues qui viennent d'une grande recherche qu'on fait annuelle avec les hotlines, avec les lignes d'assistance. Chaque année, on collectionne les données de 28 lignes, 28 pays. Et c'est la seule recherche annuelle sur les enfants disparus. On est au bord du système de la protection de l'enfance et même si nos données ne sont pas parfaites, surtout si on voit du plan scientifique, peut-être pas parfait, ce sont quand même des chiffres qui sont importants, on pense, parce que chaque cas, on voit les raisons pour lesquelles les enfants disparaissent du système. Ça fait un peu... chaque cas nous dit quelque chose sur les déficits du système. Donc les fugues signalées à notre réseau. Donc chaque année, on répond à 90 000 réponses, 90 000 coups de téléphone. Et pour nous, les enfants c'est, je pense, 8 000 cas, dont presque 60% sont des fugues. Ce sont des enfants qui fuient volontairement et qui sont poussés à partir de leur domicile ou de l'institution où ils ont été placés. Le nombre de dossiers, plus que 5 000 cas de fugue, donc des 8 000... Madame Yevens, les 5 000 cas, ça couvre quel pays, quelle source notre source, ce sont les lignes 116 000. Donc, toutes nos lignes, donc, on a sur les lignes qui sont rapportées chez nous, on a 160 000 coups de téléphone par an. 160 000 coups de téléphone. 160 000 coups de téléphone, dont on peut répondre 90 000. D'accord. À cause d'un manque de ressources, on ne peut pas répondre à tous les coups de téléphone. La nuit, les week-ends, en beaucoup de pays, ce n'est pas possible de répondre. Ouais. Donc là, et il s'agit de... Oui, entre 8 000 et 9 000 cas par an qui sont rapportés. Donc, il y a presque 10 coups de téléphone parce que nous, on ne fait pas tous les cas, la plupart des cas. Donc, il s'agit de... Ça, c'est les cas rapportés, remontés chez vous. Où on fait vraiment l'assistance des familles. Donc, c'est entre 8 et 9 000 familles que nous, on soutient. Des 200 000 cas qui sont rapportés à la police. Donc, nous, on fait juste une partie. Mais quand même, comme je disais, c'est important de regarder les cas parce que là, on sait, on est le seul qui font le rapportage annuellement. Donc, on voit quelque chose qu'on ne voit pas autre part. Donc, ce sont des chiffres... C'est juste une petite partie des chiffres, mais ça dit quelque chose d'important. Voilà. Donc, le nombre de dossiers, 5 000 cas. L'âge, l'état, depuis l'âge d'1 an, là, je voudrais dire, surtout en Europe, c'est de 12 ans, normalement. Donc, ce cas d'1 an, c'est assez spécial.
Oui, c'est surtout, oui. Et l'âge moyen des enfants en fugue, c'est de 16 ans. Voilà. Donc, surtout 15-16 ans, ce qu'on voit. Donc, presque 60% des cas sillonnés, ce sont des fugues, puis les enlèvements parentaux. Pourquoi est-ce qu'on ne travaillait pas tellement sur les fugues avant 2018? Et ça, c'est la prochaine image. Que 3%, non? Oui, 3% de cas frontaliers, donc transfrontaliers. Donc, c'est surtout les enfants en migration, les enlèvements parentaux qui sont des cas transfrontaliers. Les fugues, là, il ne s'agit pas toujours d'un fugue dans un autre pays. Voilà. Mais, et c'est pour ça que c'est quand même très important, 91% des cas avec un élément de violence ou d'abus, ce sont des cas de fugue. Bien sûr qu'il y a beaucoup de violence et abus aussi pour les enfants en migration, mais pas beaucoup de rapportages là parce qu'ils se méfient des autorités. Donc voilà, c'est sûr. Mais c'est quand même un signal important qu'avec les fugues, ils rencontrent beaucoup de violence et plus longtemps qu'ils sont disparus, plus difficile qu'il devient à les retrouver et les risques deviennent aussi plus grands. Donc voilà. 36% des fugueurs face à un élément de violence, abus, négligence ou exploitation à base des rapports, avant qu'ils partent ou après. Donc c'est... parfois c'est la cause et parfois c'est la conséquence. Voilà. Les raisons qui sont rapportées à nos lignes pour disparaître pour les fugueurs, c'est 88% problèmes à la maison, presque 70% abus, exploitation, 55% rapportage de problèmes à l'école. Et pour les problèmes à la maison, c'est l'abus, la négligence ou parfois des changements dans la famille, la situation familiale, rupture des relations familiales. Les problèmes à l'école, là, on dit des difficultés d'apprentissage ou l'harcèlement. 25%, presque, oui, un peu plus, disent l'aventure ou la découverte. 25% aussi santé mentale. Et puis 9% une intention de suicide. Donc voilà, la santé mentale est quand même très importante. Et voilà, la chronologie, chez nous, on voit la majorité des cas, 74% se retrouvent pendant la première semaine. Donc, pas tellement grave. Ils sont souvent avec leur famille ou les amis la première fois. Mais plus longtemps qu'ils sont disparus, plus difficile que ça devient de les retrouver. Les risques deviennent plus grands. Ils prennent des autres stratégies, plus de risques pour survivre. Ils dorment dans les rues, mendier, voler pour survivre. Ça arrive plus souvent, plus longtemps qu'ils sont disparus. Voilà. Je voudrais un peu comparer avec les trois recherches en Europe ou autre part que j'ai trouvées. Donc la prochaine... donc, il y a une étude intéressante qui a été faite par Child Focus en Belgique. Au Royaume-Uni, Children's Society fait des études souvent. Ça, c'est la dernière. Et puis, Runaway Swissborn aux États-Unis, c'est une étude intéressante qui est assez vieille, mais qui est longitudinale, donc qui donne des autres données. Là, et je vais vraiment faire une peinture impressionniste, pas exhaustive, parce que je n'ai pas aussi le temps. Mais les facteurs de risque qu'on voit dans toutes ces études, c'est l'institutionnalisation, donc des enfants dans des institutions où parfois, parce qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, on ne fait pas la différence entre le système de protection d'enfance, donc les familles d'accueil, et les institutions. Ici, on le fait, mais en tout cas, les institutions, c'est vraiment représenté beaucoup. Dans nos données, c'est 20% des enfants qui se fuguent des institutions. Au Royaume-Uni, c'est 11% des enfants qui sont institutionnalisés qui ont fugué à un certain moment, et au moyen 6 fois. Donc, c'est quand même beaucoup. Un enfant sur 10 se fugue et puis 6 fois.
Des ruptures, des relations familiales, comme j'avais dit, l'addiction et les drogues. Je dirais en fait la santé mentale, là. Des problèmes d'apprentissage, j'avais aussi déjà mentionné, et puis les enfants LGBT, donc comment est-ce qu'on dit en français? LGBT, voilà. L'étude américaine dit de 21% des enfants bisexuels à un certain moment se fuguent. Ou 21% des enfants qui se fuguent sont bisexuels. Je ne sais plus. Donc voilà, c'est quand même aussi beaucoup. Et on n'a pas beaucoup de chiffres sur cet élément ici en Europe. Donc ça serait intéressant de les avoir là aussi. Puis l'étude belge dit beaucoup de familles qui vivent en pauvreté, où il n'y a pas de parents qui travaillent. Ça, c'est une difficulté. Et puis, le modèle de parentage, donc des enfants, un modèle de parentage qui est un peu... on n'écoute pas tellement l'enfant, plutôt différente. Sans vouloir... without wanting to point the finger at parents. C'est difficile, ouais, pas montrer le doigt, voilà. Donc là, c'est quand même intéressant. Cette étude de Child Focus est intéressante parce qu'elle fait le focus sur l'agence de l'enfant. Donc ils ont fait l'interview avec des enfants des focus group. Et ce qu'ils ont vu là, c'est que l'enfant cherche vraiment une stratégie de survivre ou de résoudre des problèmes. Donc toutes les choses que j'ai dit là, les facteurs de risque, ce sont surtout des choses qui ont à faire avec une santé mentale qui n'est pas bien. Et l'enfant cherche une façon de résoudre, mais la façon de résoudre n'est pas tellement bien. Et ça veut dire souvent qu'il n'y a pas d'adultes où ils peuvent faire confiance. C'est ça surtout qu'il manque. Et s'ils ont des amis avec lesquels ils parlent, ce sont des amis qui leur disent, qui leur encouragent. Ou souvent, déjà, surtout la première fois, ils ont... des amis ou de la famille qui ont dit tu peux venir ici. Donc, il y a aussi souvent des raisons pour partir. Aussi, le grooming, comment est-ce qu'on dit ça? Grooming? Oui, c'est ce que je pensais, oui. Donc, le grooming, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc, j'ai déjà parlé de la chronologie. La moitié est trouvée le premier jour. Trois quarts sont trouvés dans la première semaine, mais plus longtemps, plus risqués. Les conséquences, là, une 8e est forcée de demander de voler. Une 6e dort dans les rues. L'addiction, c'est un grand problème. La prostitution ou l'exploitation criminelle devient un problème. Et le suicide, ça arrive 9 fois plus souvent avec les enfants qui ont eu un épisode de fugue. Donc c'est vraiment, moi je veux vraiment dire, c'est la santé mentale qui est au cours ici. L'exploitation sexuelle, 1 sur 12, d'où on sait, donc rapporté, c'est souvent pas rapporté. Les répétitions, la première fois, on va souvent chez un ami, la famille, plusieurs fois ça devient plus risqué, et il y a des enfants qui se fuguent jusqu'à 10 fois. Donc là, je voudrais dire, le premier moment, et que, comme ça a déjà été dit, c'est le moment important de faire quelque chose. Mais ce qu'on voit, c'est souvent l'enfant est mis dans la même situation, il retourne dans le même contexte et il n'y a pas beaucoup qui est fait pour améliorer la situation. Et cette étude de Child Focus en Belgique, on a demandé après 6 mois aux enfants, est-ce que quelque chose a changé? Ils disent, c'est devenu pire après que je suis retournée, bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première fugue, c'est un signe important de l'enfant qui a des problèmes. On a d'une mauvaise expérience. En anglais, on dit Adverse Childhood Experience, ACE. Voilà. Et oui, expérience négative de l'enfance. Et là, il faut vraiment faire quelque chose. Et les études donnent quelques leviers. L'école peut faire quelque chose. Donc, on voit, il y a une étude intéressante de Children's Society où on dit, qui est récente, sur comment est-ce qu'on truancy.
ils ne vont pas à l'école. Donc des absences à l'école qui sont liées au l'absentisme qui est lié aux fugues. Donc là, l'école peut voir quelque chose et peut faire quelque chose. Les pères, donc les autres élèves, le soutien aux parents, les familles d'accueil, là aussi c'est mieux que les institutions. L'harcèlement à l'école, la discrimination, le grooming. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas pour le moment. Et c'est souvent qu'on montre le doigt aux enfants même, qu'on dit c'est un problème de comportement, et là, ce n'est pas vraiment le cas. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? En Belgique, à Missing Children, ici sont les choses qu'on veut faire et qu'on pense qu'on peut faire. Recherche des vecteurs du fugue, être poussé à quitter le domicile. Donc les facteurs de départ, de faire cette recherche, mais sur le plan européen, parce qu'on a des chiffres aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais pas du plan européen. Et il me semble qu'en plus aux États-Unis, ils mélangent les chiffres entre les fugueurs et les jeunes sans-abri. Donc oui, en plus, on a ce on fait pas la sur les données. Non, c'est vrai. Et ça fait les choses assez compliquées. Les facteurs de retour, donc meilleure compréhension de l'exploitation sexuelle et criminelle, y compris les aspects liés au genre. Et les bonnes pratiques, on a beaucoup de bonnes pratiques. On sait au Royaume-Uni, Children's Society fait beaucoup. En Belgique, cette étude de Child Focus, ils ont quelques programmes là. Au Portugal, à Lisbonne, on a un programme de outreach, comme on dit. En Pologne, on fait des choses ici en France. Il faudrait échanger et partager toutes ces pratiques. Et là, on trouve qu'on a un rôle et on cherche des moyens pour faire ça. Sensibilisation et plaidoyer, ça c'est le plus important. Remettre en question le récit, non pas un comportement problématique de l'enfant, mais un drapeau rouge signalant un enfant dans une situation qui présente un risque. Donc, la première épisode, j'ai déjà dit. Donc, la dernière... voilà. Au plan européen, et je ne vais pas parler trop de... Non, parce que vous avez 1 minute. Oui, c'est ça. Donc, on cherche un financement de larges recherches afin d'évaluer les causes et les conséquences des fugues, être poussé au départ, de se concentrer sur les risques spécifiques et différents profils et les voies choisies. Il faut privilégier la prévention par le biais de la désinstitutionnalisation, ça c'est matière européenne, la promotion de la sécurité en ligne, aussi matière européenne, et d'investir dans le partenariat, effort combiné, afin de soutenir les enfants et la famille en crise. Et là, il faut vraiment investir. Pour le moment, il y a une étude qui est en train d'être réalisée, et Ursula von der Leyen, dans sa première speech, elle a aussi mentionné, c'est le Child Guarantee, donc de garantir aux enfants l'investissement. Et là, on trouve qu'il faut vraiment avoir un soutien des enfants et des familles en crise. Faire prendre conscience des risques liés à la fugue, tels que les abus, négligence, exploitation sexuelle et criminelle, le chômage, l'errance, et améliorer les réponses apportées. Si on parle de l'exploitation sexuelle, on connaît déjà assez bien. Mais ce qu'on voit maintenant au Royaume-Uni, c'est l'exploitation criminelle, surtout des garçons. L'exploitation sexuelle, c'est surtout les filles. Et là aussi, ce sont des enfants qui sont traités comme des criminels, mais eux aussi, ils ont été groomés online ou à l'école, quand ils sortent de l'école, par des criminels. Et voilà, ils sont aussi victimes. Et c'est important d'avoir cette voix, ou cette lance, ces lunettes de genre là aussi. Donc voilà. J'ai déjà parlé de notre participation, ce qu'on offre, notre participation et ce que nous on offre. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire pour nos membres comme enfants disparus. Voilà. Merci beaucoup, Madame Yeven. Vous avez relevé le défi. Ce n'était pas évident parce que voilà, l'exercice qui consiste à présenter un panorama et qui exige cette synthèse, c'est difficile. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est notamment que vous pointez quelques facteurs de risque sur la dimension familiale, sur les conduites suicidaires, sur le décrochage scolaire. Et ça, il faudra s'en souvenir pour notre dernière table ronde sur la prévention. Bien évidemment, on va falloir le garder. Vous avez certainement des questions, gardez-les, notez-les.
on posera toutes les questions à la fin de la table ronde. Merci encore en tout cas. Donc je vais passer la parole à Carole Gilles Sadel pour le 119. Donc vous allez nous présenter très rapidement le 119, c'est important. Et puis ensuite, voilà, alors il faut... Voilà, comme ça. Attendez. Oui, si vous mettez bien le micro sous le menton, bien, comme on ça. m'entend. Allez-y Carole, 20 minutes. Alors d'abord un grand merci pour l'invitation du 116 000. Je vais essayer de relever le défi, j'ai très peur de la trappe. Donc c'est parti. Alors rapidement, je vais présenter quand même le service. Ça me paraît important que vous ayez quand même les grandes notions et je répondrai à toutes vos questions après, puisque l'idée est d'aller quand même très vite dans le vif du sujet qui est la fugue. Rapidement, le service, le SNATED, c'est le 119, Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger, qui appartient au groupement d'intérêt public de l'enfance en danger, qui est composé donc du SNATED 119 et l'ONPE, l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Nos missions sont définies par la loi. Vous voyez l'article, évidemment, on ne va pas le lire, mais c'est très important. Nous sommes encadrés par des textes légaux et nos missions sont définies par la loi. Très rapidement quand même, nous dire que le 119 a été créé par la loi du 10 juillet 89. Nous fêtons donc nos 30 ans cette année. Alors les missions, celles qui sont les principales missions sont d'abord la mission de prévention. Le 119 reçoit beaucoup d'appels de personnes qui demandent des soutiens, des conseils, des orientations, donc énormément d'informations. Ce sont des appels qui donnent lieu à un écrit. Tous les appels donnent lieu à un écrit. Ce sont des écrits que nous appelons des aides immédiates et qui restent dans le service. Ce ne sont pas transmis. Et puis l'autre partie sont des missions de transmission. C'est celle qui est la plus connue. Le service fait ce qu'on appelle des informations préoccupantes qui sont transmises aux CRIP, cellules de recueil des informations préoccupantes, dans tous les départements. C'est-à-dire que nous alertons sur la situation d'un enfant en danger ou en risque de danger et nous sollicitons de la part des professionnels une évaluation de la situation. Ça, c'est extrêmement important parce qu'un appel sur deux que nous recevons dans le service, l'appel traité, est une information préoccupante. Pour vous donner une idée à peu près du volume par jour, il y a 93 appels à contenu pris par les écoutants, ce qui fait qu'une situation sur deux, donc au moins 43 appels par jour, sont qualifiés d'informations préoccupantes. Donc au moins 43 informations préoccupantes qui partent tous les jours de la part du service. Mission de recueil des connaissances, évidemment, c'est la mission importante qui nous permet quand même de recueillir les chiffres et c'est grâce à ces chiffres que je vais pouvoir vous parler des fugues de façon un peu plus précise. Et enfin, une mission d'information qui est importante aussi, c'est la raison pour laquelle l'affichage est obligatoire dans tous les lieux accueillant des mineurs. Et normalement, vous devez voir l'affiche à peu près partout. Très rapidement encore, vous dire quand même les grandes caractéristiques du service. Alors, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour ceux qui connaissent, mais c'est quand même important de le rappeler. Le service est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Il ne s'arrête absolument jamais. Il est complètement gratuit. Alors, ça, c'est important aussi, gratuit de tous les téléphones fixes, mobiles, grâce à son statut d'urgence qui a été obtenu en 2003. Donc ça, c'est vraiment très important. Autre point important pour les enfants, c'est que le numéro n'apparaît pas sur la facture, il n'apparaît sur aucune facture détaillée. La seule chose que l'on précise aux mineurs maintenant, c'est de ne pas oublier de retirer le 119 du journal d'appel. C'est la seule façon de voir qu'il y a eu un appel. Mais ça, c'est aussi très important. Nous sommes joignables de toute la France et de tous les départements ultramarins, alors Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, certaines collectivités d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et depuis janvier 2019, également Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est extrêmement important, alors évidemment parce que nous couvrons un maximum de situations, mais aussi parce que les familles sont très mobiles, donc ça nous permet quand même de pouvoir faire des liens entre les situations. Le respect de la confidentialité, c'est un point très important, je n'aurai pas le temps d'insister, mais le signaler quand même. Toutes les informations reçues par le 119 sont soumises au secret professionnel, tous les éléments qui sont transmis sont soumis au secret professionnel, tous les professionnels qui travaillent au 119 sont soumis au secret professionnel. C'est extrêmement important, ce qui veut dire que, normalement, toutes les personnes qui nous contactent n'ont pas à craindre que leur identité soit révélée. Je dis bien normalement. Il peut y avoir évidemment quelques risques. Et surtout, il y a une limite, et c'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas d'anonymat, c'est la judiciarisation. En cas de judiciarisation, lorsque l'information préoccupante devient signalement, eh bien, toutes les informations sont communiquées.
Voilà. Mais c'est un élément très important. Cette confidentialité permet quand même de révéler énormément d'informations et de libérer la parole. Donc c'est un élément important. Le secret professionnel est une question qui est travaillée au quotidien dans le service. Donc j'y reviendrai si vous avez des questions. Je vais un peu vite, évidemment, pour pouvoir aller sur les fugues. 2 mots sur l'équipe. L'équipe est composée de 40 écoutants, tous professionnels, formés, avec en particulier une grande partie de professionnels psychologues cliniciens, une partie de professionnels sociaux et une partie de juristes. Tous ces professionnels travaillent à temps partiel sur des plages d'écoute de 4 à 6 heures et la très grande majorité d'entre eux font également des nuits. Et les nuits sont effectuées à 2 écoutants. Voilà, je pense que je dis l'essentiel sur le service. Nous sommes, cette équipe d'écoutants est encadrée par 3 coordonnateurs, donc 2 collègues et moi-même. Et ils peuvent également nous joindre le soir, la nuit et le week-end sur l'astreinte. Donc c'est important, il y a toujours un encadrement. Alors, les situations de fugue au 119, je vais essayer. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, évidemment, qui nous intéresse, juste un petit mot de méthodologie pour que vous compreniez de quelle situation on parle précisément. Alors, la fugue est l'un des nombreux items que nous pouvons recueillir quand une situation est évoquée au 119. Nous avons énormément d'informations que nous pouvons recueillir, ce qui nous permet justement d'être vigilants sur certaines problématiques. Donc la fugue en fait partie. Lorsque la fugue est évoquée, c'est toujours une situation qui alerte le 119 et nous en avons une exception large puisque la fugue peut être retenue dès lors qu'elle est évidemment actuelle, en cours ou dans un passé récent, lorsqu'elle est également future, c'est-à-dire lorsqu'on a en ligne quelqu'un ou le mineur lui-même qui nous indique qu'il a un projet très étayé et très précis de fugue. Elle est également retenue lorsqu'elle est passée, c'est-à-dire qu'on considère toujours qu'elle est notable dans le parcours de l'enfant et que c'est important de la prendre en considération. Cette fugue, lorsqu'elle est actuelle, ou dans un futur très proche, elle est toujours considérée comme un danger à part entière, que l'on indique sous l'intitulé « Comportement du mineur mettant en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité ». Vous retrouvez évidemment les termes du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles. C'est donc un comportement de mise en danger à part entière. Derrière cet item, ce danger, il peut y avoir évidemment d'autres dangers, comme les conduites à risque, l'indélinquance, etc., la prostitution. Il y a d'autres éléments, bien sûr, mais c'est considéré comme un danger à part entière. Donc le point de vue que nous avons pris pour être au plus près des situations de fugue, nous avons retenu toutes les situations lorsque l'item fugue et le danger sont cochés en même temps. Ce qui veut dire qu'on retient les situations où la fugue est actuelle ou dans un futur proche, parce que lorsqu'elle est passée, bien évidemment elle est importante, mais l'objet de l'appel peut être très différent au moment où on nous appelle. Donc pour être au plus près des situations, nous avons pris ce parti pris. Juste 3 remarques avant de rentrer dans le vif du sujet. La fugue est toujours prise dans un contexte global. On ne la prend jamais isolément du reste. C'est la raison pour laquelle, dans les entretiens, on essaie d'avoir un maximum d'éléments de compréhension de la situation, même si ce n'est pas toujours facile, et j'en parlerai. Le contexte de la fugue, lorsque le mineur est dehors, ne permet pas un recueil d'informations le plus précis possible. Mais on essaie. Deuxième point, et c'est la conséquence directe, c'est très souvent dans une double temporalité que le service intervient. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la nécessité d'une mise à l'abri immédiate, donc là il y a l'immédiateté, et puis il y a en même temps comprendre le contexte et ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est un temps qui doit être plus long. Deuxième point important, il est important de souligner que dans ces situations, la demande de l'appelant peut ne pas coïncider avec la réponse du service. Lorsque le mineur nous contacte et qu'il dit « moi je veux être placé », on ne peut pas répondre à cette demande, du moins pas comme ça. Donc bien évidemment on va l'entendre, mais on ne peut pas répondre à cette demande immédiate. C'est important parce que dans toutes les situations et dans tous les appels, il peut y avoir une distorsion, mais dans les situations de fugue, il y a souvent cette nécessité d'immédiateté à laquelle on ne peut pas répondre de cette façon. Donc c'est important de le souligner. Toutes les situations sont singulières, c'est la raison pour laquelle nous avons préféré parler de situation de fugue au pluriel plutôt que de la fugue, parce que vraiment, elles sont toutes singulières et particulières. Je termine mon propos introductif juste pour vous préciser que je lirai des situations tirées donc des écrits du 119, autant de vignettes dont j'ai changé tous les prénoms et les éléments, mais il me paraissait important que vous ayez la réalité aussi dans l'oreille.
Tous les chiffres sont ceux de 2018 également. Alors, je vais commencer très rapidement par un état des lieux, juste pour vous expliquer les caractéristiques générales de la fugue au 119, puis le contexte et les causes dans lesquelles elles peuvent intervenir. C'est qu'on s'est intéressé à tous ces autres dangers et savoir dans quel contexte elles pouvaient intervenir. J'évoquerai ensuite la gestion des situations, et quand je dis gestion, ce n'est pas que la mise à l'abri, et comment on les gère. Et enfin, j'associerai la fugue avec les autres conduites à risque pour finir sur la prostitution, avant de passer la parole à la CPE. Alors, juste la fugue, ce qu'on en entend, vous voyez la définition sous vos yeux, donc pour faire vite, je ne la relirai pas, mais vous voyez que la fugue est donc envisagée chez nous sous l'angle de l'autorité parentale, c'est-à-dire que le mineur est celui qui n'avait pas l'autorisation de quitter le domicile, mais pas que. C'est-à-dire que ça peut être également de son lieu de placement, où le lieu où il est accueilli, où le lieu où il est confié. Donc on l'entend également au sens large. Précision importante, ça signifie que par fugue, nous n'entendons pas les situations des mineurs mis à la porte, qui sont également des situations très nombreuses au 119, mais ça ne recouvre pas cet item, c'est encore d'autres situations. La fugue, comme je vous l'ai dit, on l'entend qu'elle soit effective, actuelle, mais également passée au futur. La fugue est retenue qu'elle ait lieu une ou plusieurs fois. Le critère de réitération n'est pas nécessaire pour qu'on la retienne. La notion de durée n'intervient pas non plus véritablement. Elle peut avoir juste lieu ou être réitérée. Ce qui est important quand même, c'est que bien évidemment, plus la durée de la fugue est longue et plus les mises en danger sont importantes, et il y a lieu d'intervenir assez rapidement. Alors les chiffres. Pour être très précis, il y a donc dans le service, donc là, je reviendrai, 803 situations de fugue concernées et 851 mineurs distincts concernés, puisqu'il peut y avoir des fratries. Donc 803 appels ou des situations de fugue sont évoqués, ce qui signifie qu'au moins 2 fois par jour, les appels concernent une situation de fugue. Donc la fugue est vraiment du quotidien au 119, c'est géré au quotidien. Ce qui est important à préciser, c'est que tous les écoutants prennent en charge ces appels, quelle que soit leur formation, bien sûr. Or, chose extrêmement importante, lorsque c'est le mineur lui-même qui appelle, ces appels sont qualifiés par le pré-accueil, qui accueille d'abord les appels, de prioritaires. Ils en informent immédiatement les écoutants, ce qui veut dire que ce sont des appels qui sont pris en priorité, avant les autres situations. Donc ils prennent en charge toutes ces situations avec quand même, et il faut le souligner, une technicité particulière, parce que évidemment il faut une technicité particulière pour parler aux mineurs en général, et ça c'est quelque chose pour lesquels les écoutants sont tous formés, mais davantage encore dans une situation justement, comme je le disais, où le contexte peut être particulièrement préoccupant. L'entretien ne peut pas être mené de la même façon quand on a un mineur qui est dehors, dans la rue, parfois très tard, voire au milieu de la nuit, ou alors lorsqu'il est chez lui, ou bien même hébergé chez un tiers. Les conditions ne sont pas les mêmes et il faut en tenir compte. Ce qui veut dire qu'également, on peut avoir des réponses qui peuvent être lacunaires et ne pas avoir tous les éléments, parce qu'il faut prioriser dans l'urgence. Autre point important à souligner également, c'est que la réponse apportée, qui peut être d'appeler la police ou la gendarmerie, elle peut faire peur, elle peut effrayer. Et donc, il y a aussi toute une technicité de l'écoutant pour rassurer afin que le mineur ne raccroche pas. Ça, c'est vraiment important. Alors, tous ces appels, ils sont formalisés par un écrit, je vous l'ai dit. Tous les appels donnent lieu à un écrit, informations préoccupantes, donc transmises au département, ou les aides immédiates qui restent chez nous. Alors, ce qui est très important, c'est que parmi tous les appels traités au 119, quelle que soit la problématique, un appel sur 2 est une information préoccupante. Or, lorsqu'une situation de fugue est évoquée, c'est bien plus. C'est 7 situations sur 10 qui font l'objet d'une information préoccupante, c'est-à-dire qu'on va solliciter le département pour évaluer la situation sur le terrain. Donc, c'est bien plus important. En ce qui concerne les horaires des appels, et je préfère le dire parce que, évidemment, vous en comprendrez que ça emporte des conséquences sur la gestion de l'appel. Les situations de fugue peuvent intervenir absolument à toute heure du jour et de la nuit, mais il y a quand même un pic d'appel à partir de 17h. Et évidemment, 17h, c'est la sortie des cours, c'est aussi la fermeture des services administratifs, ce qui veut dire qu'on ne peut pas gérer de la même façon ces appels-là, et qu'effectivement, on va avoir souvent besoin de faire appel aux services de première urgence. Profil du mineur concerné. Très rapidement, les enfants, ils ont entre 6 et 17 ans dans nos situations. Alors, je vous évoque la situation de l'enfant de 6 ans. Appel pour un enfant âgé de 6 ans qui a fugué à 2 reprises de son école car il ne veut pas rentrer chez lui. Il ne va pas loin, mais il se cache soit derrière l'école, soit il se rend à la pharmacie, à proximité de l'école, en disant de ne pas vouloir rentrer chez lui. C'est une situation dont je vous donnerai les suites à la fin de ma présentation. Mais l'âge moyen, évidemment, sans surprise, des enfants concernés par la fugue est de 14 ans et 7 mois, avec précisément une médiane à 15 ans. Donc ce sont bien les adolescents.
En ce qui concerne le sexe, ce sont davantage les filles qui sont concernées. Alors, c'est assez étonnant dans le sens où, parmi toutes les conduites à risque que nous avons étudiées dans l'étude statistique et nos chiffres 2018, il apparaît que ce sont, parmi tous les comportements de mise en danger, ce sont davantage les garçons qui se mettent en danger. Or, lorsqu'on étudie la fugue, ce sont davantage les fugues. On pourrait dire en tout cas que c'est un comportement à risque plus féminin, du moins dans nos situations. Enfin, l'environnement familial, là aussi sans surprise, la majorité de ces mineurs résident chez leur mère, puis chez les deux parents et enfin chez leur père, avec quand même un contexte de divorce-séparation qui apparaît dans une situation sur deux, donc c'est un contexte qui est très prégnant quand même. Alors les causes de la fugue, une fois qu'on a un peu envisagé ensemble de quoi on parlait, l'idée, c'est de s'interroger un petit peu sur dans quel type de contexte et quel type de danger elle s'inscrit, cette fugue. Alors, au 119, parmi tous les appels traités, les dangers apparaissent en tête. Violences psychologiques, c'est-à-dire les négligences, les brimades, les dévalorisations, puis les négligences, donc les besoins fondamentaux de l'enfant qui ne sont pas pris en compte ou pas suffisamment pris en compte, et ensuite les violences physiques. Ça concerne tous les appels. Quand on s'attache aux situations de fugue, nous avons le même trio de tête, mais pas dans le même ordre. Nous avons également les violences psychologiques de façon extrêmement prégnante, puisqu'elles concernent plus du tiers des enfants qui sont concernés par ces violences psychologiques, 31,6% précisément. Puis ensuite, dans un deuxième temps, les violences physiques, et là, donc dans un nombre bien plus important que pour les autres appels. Donc c'est extrêmement important, je vais y revenir. Et enfin, les négligences, dans un moindre nombre. Ce qui n'est pas non plus très étonnant, puisque les négligences concernent davantage, du moins dans nos situations, les enfants plus jeunes. Donc ce n'est pas très étonnant. Un petit focus sur ces violences physiques et ces violences psychologiques. Les violences physiques, évidemment, les coups peuvent susciter une fugue, bien évidemment, les coups reçus peuvent provoquer la fugue. Mais le plus souvent, dans les situations que nous recevons, c'est surtout le risque d'être de nouveau exposé à des violences qui provoquent la fugue. Très clairement, c'est la peur des représailles après une bêtise, la peur des représailles après une mauvaise note, qui est souvent à l'origine de la fugue. Une situation, Sergio contacte le service. Il a fugué, il refuse de rentrer chez lui, il a peur que son père le renvoie au pays. Son père l'a menacé de le renvoyer s'il rentre, car il ne supporte pas ses mauvais résultats scolaires. Or, il vient d'avoir une mauvaise note. Sergio nous dit qu'il a du mal à tenir le rythme en classe, il n'arrive pas à suivre, il a de mauvais résultats. Il se sent nul et il a honte, dit-il. Son père lui crie souvent dessus à cause de ça. Il nous dit aussi avoir des idées suicidaires, parce qu'il ne sert à rien. Sergio se trouve actuellement à la porte de Saint-Cloud. Nous prenons sa description, manteau bleu foncé, jean, sac à dos, nous appelons la police qui va faire intervenir une patrouille. Le policier a tenté de le joindre, mais Sergio n'a pas répondu. Il lui a laissé un message lui disant de ne pas hésiter à rappeler la police. Quant aux violences psychologiques, qui, comme je vous l'ai dit, apparaissent en premier et qui sont très importantes, au regard des situations, il apparaît que deux types de situations sont très clairement, explicitement décrites. Le plus souvent, la fugue, elle est l'expression soit d'un ras-le-bol, mais vraiment d'un ras-le-bol. Le mineur, il ne supporte plus le traitement qui lui est infligé et avec cette particularité qu'il pense que de toute façon, il n'y aura pas d'amélioration possible. Et puis l'autre aspect de ces situations, c'est partir parce que de toute façon, le mineur, il est considéré comme nul et non avenu, comme s'il n'avait pas d'importance à la maison, alors disparaître finalement, ça ne change pas grand-chose. Yasmine, âgée de 17 ans, vit avec sa mère, son beau-père et sa sœur Lina, âgée de 13 ans. Elle nous appelle pour nous faire part des violences verbales qu'elle subit de la part de son beau-père, mais aussi de sa mère. Les violences, elles durent depuis plusieurs années et arrivent par périodes cycliques. Elle dit « ça va très mal, puis ça s'améliore, puis tout recommence ». Yasmine décrit son beau-père comme violent, très violent verbalement. Il me dit « t'es qu'une pute, t'es qu'une merde, tu ne mérites pas d'être là ». L'adolescente décrit sa mère comme étant toujours en colère contre elle. Elle trouve que je me prends pour une adulte. L'autre jour, je me suis éclairci les cheveux. Elle m'a dit « tu mérites de crever la bouche ouverte ». Il y a quelques jours, alors que l'adolescente était sortie avec des amis, elle a reçu un SMS de son beau-père lui réclamant de rentrer immédiatement à la maison pour 22h, au lieu des 23 initialement prévus. Yasmine est rentrée à 22h15. Elle a retrouvé ses vêtements découpés au ciseau. Il a coupé ceux qui ne me plaisaient pas, ceux qui ne lui plaisaient pas, ceux qu'il trouvait trop courts. Yasmine ne supporte plus ces violences au domicile. Elle a déjà quitté 3 fois la maison. Elle est allée chez une amie, parfois dehors. La 3e fois, elle a été récupérée au commissariat par sa mère. Elle n'a pas osé s'exprimer au commissariat. Ces fugues n'ont jamais duré plus d'une journée. Aujourd'hui, elle dit être à bout et être sur le point de nouveau partir. Évidemment,
Beaucoup de situations cumulent les deux types de violences, violence physique et violence psychologique, telles que je viens de les décrire. Un petit point pour terminer sur ces violences et ce contexte. Les violences au sein du couple, donc les violences conjugales, nous avons été voir un petit peu de ce côté-là, elles déclenchent assez peu finalement les fugues, même si elles peuvent être importantes. Du moins, elles ne sont pas révélées d'emblée. Ça n'exclut pas qu'elles aient évidemment lieu, mais elles concernent finalement que 2,46% des situations. En ce qui concerne ces auteurs de danger, bien évidemment, sans surprise, c'est la famille proche. Très, très largement, à plus de 90% dans toutes les situations, ce sont les parents qui sont désignés comme les auteurs de violences. Donc à la lecture des situations, vous voyez bien que la fugue, elle est multifactorielle. On voit bien qu'elle peut s'inscrire dans différents contextes. Or, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est de comprendre le contexte pour pouvoir en faire part aux professionnels que nous allons alerter et pour lesquels nous allons solliciter une intervention. Ce sont autant de pistes d'échange et de travail. Il ne s'agit pas d'affirmer à tout prix qu'il se passe ça, puisque nous travaillons sur du déclaratif. Pour autant, ce sont des pistes extrêmement importantes qu'il faut faire passer aux professionnels. Donc la fugue, elle est multifactorielle. Elle est aussi, et ça c'est important, elle recouvre plusieurs ressorts possibles. C'est-à-dire que la fugue, évidemment, elle peut avoir différents ressorts que l'écoutant doit bien comprendre dans l'entretien. Lorsque le mineur, il fugue parce qu'il est dans cette situation qu'il n'en peut plus, il est exposé à trop de dangers, ça veut dire qu'il ne rentrera pas et qu'il pourra même se mettre encore plus en danger pour ne pas rentrer. Ce qui veut dire que la réaction doit être importante, immédiate, et que l'écoutant doit le décoder. Et puis, il y a aussi les fugues où il s'agit finalement de faire réagir, de faire peur, aussi de provoquer une réaction de la part des titulaires de l'autorité parentale. Et du coup, l'écoutant, eh bien, peut-être que sa conduite ne va pas être d'alerter la police ou la gendarmerie de suite, mais peut-être de proposer un retour à la maison, quitte à parler aussi avec le parent. En tout cas, ce sont des pistes qui sont importantes. L'écoutant ne peut pas avoir une réponse systématique à la fugue et il va essayer de comprendre ses ressorts pour justement apporter la réponse adaptée. Alors la réponse adaptée, c'est la gestion, je vais faire extrêmement vite, la gestion des situations de fugue. Donc je vous l'ai dit, ça peut être évidemment la mise à l'abri immédiate, ce qui suppose de contacter un service de première urgence, mais pas que. Gérer la fugue, c'est aussi donner des conseils, soutenir, apporter des orientations, notamment lorsque l'appelant est le parent. Ça, c'est très important. Alors, justement, ce qui est important dans ces situations, c'est qu'évidemment, toutes les réponses vont dépendre du moment de la fugue, mais aussi de qui nous appelle. Alors, qui nous appelle ? Lorsque nous regardons tous les appels traités, les mineurs nous contactent, ils sont 12,2% à nous contacter, pour tous les appels confondus. Or, lorsqu'une situation de fugue est évoquée, c'est le double. Ils nous contactent bien plus, il y a plus de 26% d'appelants mineurs. Et lorsqu'ils nous contactent pour eux-mêmes. Les autres appelants sont les parents, évidemment, et là, très clairement, c'est ça qui est intéressant de constater, c'est que les parents ne nous appellent pas pour gérer la fugue au sens d'y mettre un terme. Ils ne nous demandent pas une intervention, ils demandent des conseils, du soutien, et là c'est tout le rôle aussi du 119 d'apporter ces conseils et ces soutiens. Parce que nous avons tout un carnet d'adresses aussi sur lesquels nous pouvons orienter. On voit aussi à quel point les parents peuvent être démunis. Parce que eux, en fait, souvent, avant de nous appeler, ils ont appelé la police, ils ont appelé le 116 000 pour gérer la fugue en sens d'y mettre un terme. Mais nous, ils nous demandent des conseils. Et quand on regarde justement la proportion des appelants dans les informations préoccupantes, on voit que ce sont les mineurs qui nous contactent et qui donnent lieu à des informations préoccupantes. Ce qui veut dire que quand les mineurs nous contactent, ils demandent une intervention, alors que lorsque les parents nous contactent, ils demandent davantage des conseils. Je vais très vite. Une situation quand même. La mère de Vincent nous contacte à minuit, nous indique que son fils n'est toujours pas rentré, qu'il ne répond pas à ses appels. Cela se produit régulièrement. Elle explique que la famille a quitté Paris et déménagé en Île-de-France depuis peu en raison des mauvaises fréquentations de son fils. Cependant, le jeune garçon continuait de fuguer, de se rendre à Paris et madame ne sait pas ce qu'il y fait. La mère s'inquiète beaucoup, nous demande quoi faire. Deux autres appelants importants à signaler, je fais écho à ce qui a été dit précédemment, sont les appels de parents de camarades, extrêmement importants. Ils sont bien plus importants dans ce type de situation que dans les autres types d'appels. Or, c'est un relais important, je pense qu'il faut aussi qu'on l'envisage, et je fais le lien avec l'école. Ça me paraît très important parce que ces parents de camarades, c'est le relais auquel très souvent les mineurs pensent. Et autre catégorie d'appelants, nous avons beaucoup de professionnels, 5% d'appelants professionnels, alors très variés, professionnels de santé, professionnels éducation nationale, et puis aussi toute une part du secteur associatif et une part aussi d'autres professionnels écoutants, 116 000, 115, ceux qui font des maraudes aussi, et les écoutes enfance-famille. Alors, juste les chiffres importants, et je finis très vite là-dessus, je sais, j'ai pas le temps. Les informations préoccupantes, donc ça c'est le plateau d'écoute pour les écoutants.
Les informations préoccupantes, comme je vous l'ai dit, donc elles sont très importantes. Nous sollicitons une intervention du terrain. Nous pouvons les qualifier d'urgentes, évidemment, et il y a 2 fois plus d'urgence dans les situations de fugue. Les informations préoccupantes sont qualifiées 2 fois plus d'urgence. L'urgence consiste pour nous, parfois, à contacter un service, qui peut être donc de contacter le département. C'est la CRIP, comme je vous l'ai dit, à laquelle nous adressons. Ça suppose que l'appel ait lieu en journée, évidemment, parce que sinon ce n'est pas possible. Mais c'est très opportun, par exemple, quand le mineur est déjà suivi, il est déjà connu. Ça nous permet parfois de faire le lien avec l'éducateur, qui est quand même préférable, ça fait moins peur que la police et la gendarmerie. L'autre aspect, bien évidemment, c'est que nous devons souvent contacter donc la police et la gendarmerie. Il y a 5 fois plus de contacts avec un service de première urgence lorsqu'une situation de fugue est évoquée qu'avec les autres situations. Très souvent, gérer une fugue, c'est également avoir des contacts avec des tiers. Les tiers, ça peut être le parent de camarade, celui qui l'a accueilli, celui qui l'a reçu, ce qui donne lieu donc à ces situations particulières. Oui, je sais, je vais vite. Je vais terminer. Vous ne pouvez pas aller plus vite. Je suis désolée. Juste sur la particularité de cette gestion, et je me permets quand même d'insister là-dessus, ça me paraît important, c'est que lorsque le mineur nous contacte et qu'il demande une aide, l'écoutant, il va le rassurer, il va falloir obtenir ses coordonnées, il faut savoir également où il se trouve pour pouvoir alerter la police et la gendarmerie. Une fois que tout ce travail est fait, que le mineur n'a pas raccroché, et bien ensuite, l'écoutant va lui dire « j'appelle la police et la gendarmerie ». Très souvent, il va rester bien sûr avec le mineur pour être sûr de l'intervention. Il n'y a pas de difficulté à faire venir une patrouille. En général, la police ou la gendarmerie, elle vient. En revanche, il y a des zones d'incertitude sur les suites données. Ça, c'est une donnée importante. Ça veut dire qu'on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. On ne sait pas si le mineur va être entendu. Si oui, est-ce que le parquet va être alerté? Est-ce qu'il va être amené directement à la maison? Or, ce qui est important de signifier, c'est que l'écoutant, il va le dire au mineur. Il est obligé de dire qu'il ne sait pas exactement les suites qui vont être données. Ça, c'est important. En tout cas, il faut être très précautionneux sur ces suites. L'appel à plusieurs voix, je vous l'ai dit. Je termine sur fugue et autres conduites à risque pour finir sur la prostitution. On va laisser la parole à... Je vous dis juste qu'il en est chez nous. C'est important. Et je ferai la transition. Voilà. Première mise en échec pour la gardienne du temps. Je ne suis pas encore dans la trappe. Alors les autres conduites à risque, je rebondis sur ce qui a été dit. Ce qui est important, c'est que dans plus de 30% des situations, il y a un suivi administratif ou judiciaire qui était déjà en place. Donc ça, c'est important. Du point de vue de la scolarité également, l'absentéisme est très important. Je termine donc. Pour les prises de risque, ce sont l'alcoolisation et la drogue qui apparaissent très fortement dans 2 situations sur 10 où une fugue est évoquée. Il y a ces conduites à risque de façon très importante. En ce qui concerne la prostitution, très peu de situations, mais lorsque nous sommes contactés, elles sont toujours extrêmement préoccupantes, très dégradées, très, très violentes, avec, dans toutes les situations, trio, fugue, prostitution, prise de risque, et quelquefois, le lien qui est fait très clairement entre la prise de risque, la consommation d'alcool et drogue et la prostitution. Nous ne sommes jamais contactés par le mineur lui-même, alors que vous voyez que dans plus de 24% des situations, c'est le mineur qui nous contacte. Lorsque la prostitution est en cause, le mineur ne nous contacte jamais. Nous sommes contactés par les camarades ou contactés par la mère ou les grands-parents qui s'alertent de la situation, mais lorsqu'elles l'ont comprise. Et lorsqu'elles l'ont comprise, ça veut dire que justement, elle est très dégradée. Les mineurs concernés ne sont que des filles dans nos situations, 14 ou 15 ans, donc très jeunes. Une seule situation, une jeune à 16 ans. Dans toutes les situations, une mesure de suivi ou de placement avait déjà eu lieu et la moitié de ces jeunes filles sont déscolarisées ou bien un important absentéisme est signalé. Merci, Carole. L'eau est en dessous. Bon, merci à elle. Bon, voilà, oui, il y avait énormément de choses à dire, évidemment. Mais on va essayer de garder quand même le temps de présentation pour Monsieur Melon, justement sur la prostitution. Allons. 20 minutes. On va manger sur le temps de questions-réponses. On va manger un petit peu sur le temps de pause. Mais voilà, 20 minutes. Ça marche pour vous? Ok. Merci. Bonjour. Donc Arthur Melon, secrétaire général de la CPE. Merci beaucoup d'avoir invité notre association à cette journée. Je vais, avant de vous expliquer un petit peu les liens entre fugue et prostitution, faire un petit point juridique pour qu'on soit tous au clair sur qu'est-ce qu'on entend par prostitution et comment la loi régit la prostitution en France. Je vous rassure, je vais être plutôt bref. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition légale de la prostitution, donc chacun peut avoir une interprétation personnelle. Il y a néanmoins une définition jurisprudentielle qui a évolué au cours du temps.
Et la définition actuelle a été définie par la Cour de cassation en 1996, et vous allez voir que c'est assez ancien parce que ce que ça englobe comme conduite est assez restreint par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc la définition, la voici. La prostitution consiste à se prêter moyennant rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Donc pas besoin de retenir la formulation, en fait c'est simple, il faut retenir 3 critères pour savoir si du point de vue de la jurisprudence, on est dans une situation de prostitution. Le premier critère, c'est le contact physique. Évidemment, il faut qu'il y ait un acte de nature sexuelle. Ça peut sembler complètement évident, mais je vous le rappelle, c'était en 1996. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les sites sur lesquels on peut avoir des conduites à risque par le biais des écrans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si un adolescent troque des images, des photos, des vidéos à caractère pornographique ou érotique contre une contrepartie quelconque, contre une rémunération, du point de vue légal, on ne peut pas dire qu'il s'agit de prostitution, même si bien évidemment, du point de vue de la CPE, on aimerait que ce soit reconnu comme tel. Le deuxième critère, c'est la contrepartie, ce qu'on appelle dans la jurisprudence la rémunération. Et cette rémunération n'est pas que d'ordre financier, elle peut être de quelque nature qu'elle soit. Donc ça peut être un cadeau, un service, donc les sacs à main, les téléphones, les entrées en boîte, les week-ends à Disneyland, etc. Tout ça, ça fait partie de ce qui rentre dans la définition de la rémunération. Le problème, c'est que bien évidemment, pour les ados, la prostitution, c'est forcément contre de l'argent. Donc quand on leur explique que ça peut être autre chose, pour eux, ça n'a rien à voir. Et le troisième critère le plus important à retenir, c'est l'objectif qui est de satisfaire les désirs sexuels d'autrui. C'est un détail qui peut paraître un peu insignifiant, mais en fait, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on est dans une situation où un adulte, par exemple, va violer un enfant, ce n'est pas parce qu'il lui remet de l'argent par la suite qu'on peut dire que c'est de la prostitution parce qu'il y a eu un échange économico-sexuel. Non, il faut vraiment qu'on puisse considérer que la personne en question s'est livrée à la prostitution. Et pour savoir si elle s'est livrée à la prostitution, il faut se demander, est-ce qu'elle avait l'intention de procéder à cet acte sexuel en vue d'avoir une contrepartie? Est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Donc, il faut bien faire une distinction entre les actes pédocriminels qui peuvent, dans le cadre de la relation, avoir donné lieu à une contrepartie, et les actes dans lesquels c'est le mineur qui se livre à la prostitution. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça implique en termes de discernement, de consentement, etc. En France, la prostitution en tant que telle n'est pas interdite. Les majeurs ont le droit de se livrer à la prostitution, sauf pour les mineurs. Et ce, seulement depuis 2002. Donc depuis 2002, la loi relative à l'autorité parentale nous dit très clairement la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. Donc il n'est pas question de savoir si l'enfant veut bien ou ne veut pas, s'il se dit consentant, s'il dit qu'il veut ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut de son corps. Il n'a pas le droit de se livrer à la prostitution. Néanmoins, un enfant qui se livre à la prostitution est reconnu par la loi comme consentant. La loi reconnaît qu'un enfant peut consentir à se livrer à la prostitution parce que, contrairement aux idées reçues, la notion de majorité sexuelle n'a absolument rien à voir dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge en dessous duquel on considère qu'un enfant n'a pas le discernement nécessaire pour donner son accord pour un acte sexuel ou se livrer à la prostitution. Du point de vue de la loi, dès la naissance, sauf la jurisprudence qui porte l'âge à 5 ans, mais du point de vue de la loi, un enfant peut consentir à se livrer à la prostitution et avoir un acte sexuel avec un adulte à n'importe quel âge. Et là-dessus, la loi de 2018, dite loi Schiappa de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, n'a absolument rien changé sur cette question-là. Donc, un mineur n'a pas le droit de se livrer à la prostitution. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il contrevient à la loi que pour qu'il est délinquant. La loi de 2002 poursuit en disant que tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. Donc normalement, quand on a connaissance d'une situation prostitutionnelle par rapport à un mineur, il y a lieu de faire un signalement pour que le juge des enfants se prononce sur l'opportunité ou non de mettre en place une mesure d'assistance éducative.
Alors, de quels enfants parlons-nous? Donc, l'exploitation sexuelle des enfants, ça prend des formes diverses. Moi, je vais vous parler d'une forme particulière qui est celle dont on entend de plus en plus parler dans les médias et qu'on entend parfois sous le vocable néoproxénétisme, proxénétisme de cité, on n'aime pas trop ce terme. Donc, il s'agit d'enfants français, nés en France, scolarisés en France, qui vont, on va le voir pourquoi, tomber dans des réseaux de proxénétisme ou avoir des conduites qui relèvent de la prostitution de façon plus ou moins autonome, mais la plupart du temps, il y a toujours quelqu'un quand même qui tire les ficelles derrière. On n'a aucun moyen en France de savoir combien d'enfants sont concernés par la prostitution. Il n'y a aucune statistique nationale à ce sujet, tout comme il n'y en a pas véritablement sur la prostitution en général. Les chiffres ne sont pas consensuels. On a quand même une petite idée du profil de ces personnes. Alors à la CPE, on considère qu'il y a certainement quelques milliers d'enfants en situation de prostitution, mais est-ce que c'est 5 000, 10 000, 15 000 ? On ne peut pas savoir, et tout dépend aussi de ce qu'on compte. Est-ce qu'on compte uniquement les personnes qui sont dans des réseaux de proxénétisme? Est-ce qu'on compte aussi les personnes qui s'adonnent à des échanges à caractère prostitutionnel par le biais des réseaux sociaux? Voilà, la définition aussi va forcément beaucoup influencer les chiffres et la recherche. On constate, selon les expériences des professionnels de terrain, qu'il s'agit quand même majoritairement de filles. On peut estimer que peut-être la répartition se fait à 80% de filles, 20% de garçons. Mais ça ne relève que d'expériences individuelles, on n'a pas d'études macro qui nous permettent d'avoir un point de vue objectif. Sachant que l'Observatoire national de la protection de l'enfance a voté un projet de recherche sur cette question pour les 11-17 ans, il me semble, et la recherche va durer 18 mois, si je ne m'en trompe pas. Madame Blanc pourra compléter si je me trompe. Contrairement à une idée reçue, quand on pense prostitution, on pense argent, et donc on peut se dire que ça ne concerne que les catégories populaires. Non, la prostitution des mineurs concerne toutes les catégories sociales, parce que finalement, ce n'est pas une question pécuniaire, ce n'est pas l'appât du gain ou ce n'est pas le désir d'être riche qui va motiver de façon essentielle l'acte prostitutionnel. Ce sont des ressorts psychologiques que je vais vous décrire tout à l'heure. On constate que l'âge d'entrée dans la prostitution est de plus en plus précoce, qu'auparavant on était plutôt aux alentours de 15-16 ans, et maintenant de très nombreux professionnels sont inquiets par rapport à des comportements qui relèvent de près ou de loin de la prostitution, dès la 6e, voire dès le CM2. Donc on est véritablement face à un phénomène qui s'accroît sur le plan quantitatif, mais aussi qui prend une ampleur inquiétante sur le plan qualitatif, c'est-à-dire qu'on est face à des enfants de plus en plus jeunes. Le problème pour avoir une idée claire des enfants concernés par ce phénomène, c'est qu'il y a un très gros biais de recrutement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez évoqué, la plupart du temps, quand on a un signalement par rapport à la prostitution de mineurs, il y a déjà une mesure éducative qui est mise en place. Et c'est souvent dans le cadre de la mesure éducative qu'on s'aperçoit qu'il y a la problématique prostitutionnelle. Il est rare, même si on le voit maintenant un peu plus qu'auparavant, que ce soit parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de la prostitution qu'il va y avoir une mesure éducative. Donc, comme les professionnels ne sont pas nécessairement formés pour le repérage de ces enfants, c'est parfois de manière un petit peu fortuite qu'ils vont s'en apercevoir. Mais tous les enfants qui, pour une raison quelconque, ne sont pas suivis par les services de protection de l'enfance peuvent passer entre les mailles du filet. Je me souviens par exemple qu'on avait reçu 2 parents à la CPE d'une fille de 16 ans. C'est une famille qui vit dans une très chic rue du 7e arrondissement. L'adolescente fait de la harpe, prépare Sciences Po. Donc ouais, c'est pas le genre de famille où on s'attend à avoir ce type de problématique. En tout cas, eux, évidemment, ne s'y attendaient pas. Quand on leur a expliqué, voilà, la loi, vous faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour vous donner des ordres, mais la loi prévoit que vous devez signaler ça au juge des enfants. Bien évidemment, ils ne l'ont pas fait, parce que dans leur famille, c'est pas le genre de truc qu'on fait. C'est-à-dire la protection de l'enfance, hein, c'est ce qu'on appelle la DAS encore dans beaucoup de familles. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ce biais de recrutement qui minimise forcément l'idée qu'on peut avoir de l'ampleur du phénomène. Alors, quelle forme est-ce que ça prend ? Donc, le rapport avec la fugue, c'est que parmi les différents points communs qu'on peut observer dans les situations prostitutionnelles, la fugue est un des plus gros invariants dans toutes ces situations.
La fugue, elle peut intervenir avant ou après la prostitution, c'est-à-dire il y a déjà un comportement prostitutionnel qui va entraîner des fugues parce qu'on ne va pas se prostituer dans le domicile familial, en tout cas c'est difficile, ou elle peut intervenir dans le cadre d'une fugue où on va tomber entre les mains de réseaux, par exemple. Donc, les réseaux, ce ne sont pas des réseaux extrêmement hiérarchisés de type mafieux, avec une hiérarchie pyramidale bien installée. Au contraire, ce sont des petits groupes très mobiles, assez difficiles à repérer parce que la prostitution des mineurs, de la forme dont je parle, se passe essentiellement dans des appartements et des chambres d'hôtel. Donc, on ne va pas dans la rue constater qu'un mineur est en situation de prostitution. Même si on le perçoit plus dans d'autres régions, à Lille et à Marseille, ils voient davantage d'adolescents dans la rue. Donc ce sont des petits réseaux qui vont rarement au-delà d'une dizaine de personnes. Et il peut y avoir très souvent autant de proxénètes que de victimes. Et les victimes vont être déplacées de lieu en lieu, donc d'hôtel en hôtel, d'appartement en appartement. Les départements n'ont pas d'influence là-dessus, bien évidemment. Ils peuvent être déplacés d'une région à l'autre. Ils peuvent aussi être déplacés dans des pays transfrontaliers. Très souvent, il y a des déplacements en Belgique. Très souvent, il y a des déplacements en Espagne. Et les numéros de téléphone changent tout le temps parce qu'il faut bien évidemment faire en sorte que l'enquête soit le plus difficile possible. Donc, c'est souvent des adolescents qui ont des cartes prépayées, souvent par les proxénètes, et qui vont changer en permanence de numéro de téléphone. Ce sont des réseaux qui, malgré le jeune âge des proxénètes, font preuve d'une très grande violence et de moyens de coercition extrêmement convaincants. Donc on est sur très souvent des viols dès le début de l'embrigadement dans le réseau. On est sur des menaces, des séquestrations, des coups. La semaine dernière, il y avait une semaine de procès en cour d'assises à Aix-en-Provence pour un réseau de proxénétisme. Les victimes étaient frappées à coups de battes de baseball, coups de couteau. C'était des menaces perpétuelles de si tu ne ramènes pas 400 €, on te défonce, etc., etc. Donc, bien évidemment, quand un adolescent ou une adolescente nous dit « mais moi j'y vais volontairement », on sait que c'est un propos à interpréter, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors d'autres formes encore plus discrètes, ce qu'on parfois on appelle des lover boys, donc ce sont des adolescents qui se font passer pour des petits copains et qui vont utiliser leur emprise affective pour faire du chantage et pour enjoindre l'adolescente à s'y livrer à la prostitution. Ça peut être par exemple des adolescents qui nous disent « moi j'ai accepté parce que j'avais peur qu'il me quitte ». Et la dimension de carence affective et de volonté de s'intégrer à un groupe est extrêmement forte. On a aussi, et je vais vite, excusez-moi, ce qu'on peut appeler le michetonnage. Alors c'est un terme qui prête à débat parce que c'est un terme extrêmement flou, qui recoupe des situations extrêmement variées, selon la personne qui l'emploie, selon le quartier dans lequel on l'emploie. Nous, on utilise ce terme pour désigner les adolescentes qui ont le sentiment d'être en situation de supériorité vis-à-vis de ce qu'elles appellent les pigeons et qui ont le sentiment qu'à travers ce qu'elles vont obtenir comme cadeau en échange de la séduction et des actes sexuels, elles dupent ces personnes et que c'est elles qui dominent et que le pigeon est complètement illusionné par le caractère soi-disant romantique de la situation. Donc elles n'ont absolument pas, tout comme les autres, le sentiment d'être victime et surtout pas le sentiment d'être prostituée. Elles se disent escortes, elles se disent michetonneuses, parce que dans bon nombre de situations, les adolescents expliquent bah non, la prostituée, c'est celle qui est sur le trottoir et qui est craqueuse. Hein. Moi, je ne suis pas prostituée quand même, je suis dans les hôtels, etc. Alors, pour aller vite, comment est-ce qu'un adolescent peut être concerné sur ce sujet? Donc, je vais vous donner vraiment les grandes lignes. Donc, on est sur des adolescents qui présentent des grandes vulnérabilités psychologiques, des grandes fragilités, des carences affectives, un besoin de se faire valoriser, complimenter, de se sentir inclus dans un groupe. Dans la plupart des cas, mais là encore c'est difficile d'avoir des statistiques fiables, il y a eu des violences sexuelles dans l'enfance ou dans l'adolescence. Il peut y avoir aussi des très grosses déceptions amoureuses. Des épisodes donc traumatiques qui vont venir complètement briser la relation qu'elles vont avoir avec leur corps qui va être coupé, qui va être anesthésié. Elles vont se couper de leur corps et l'utiliser non pas comme un habitat de bien-être, quelque chose avec lequel elles vont avoir une sensation de plaisir, mais au contraire un corps qui va être objet de souffrance
Et quitte à ce qu'il soit objet de souffrance, autant le monétiser pour obtenir des choses qui nous font plaisir. Très souvent, donc, il y a une situation de fugue qui va entraîner le bascule dans la prostitution, notamment parce que soit c'est le sentiment de liberté, on se dit je suis grande, je ne risque rien, et du coup elles vont rencontrer des personnes qui vont exploiter cette vulnérabilité, ou alors au contraire elles sont mortes de trouille, et comme il y a un monsieur qui gentiment propose une chambre d'hôtel, ils disent bah, c'est bon, je suis en sécurité, donc on peut baisser la garde. Il y a évidemment les addictions. Excusez-moi, il vous reste 4 minutes. Il me reste 4 juste minutes. pour vous le dire, parce que je crois que vous avez votre petit outil à nous présenter. Eh ben, alors on y va tout de suite. Alors, désolé de ne pas avoir pu dire l'essentiel de mes propos. Donc, la CPE a travaillé ces derniers mois sur un outil de sensibilisation à destination des adolescents, parce que comme je viens de vous le dire, les adolescents ne se reconnaissent pas prostituées et pas victimes. Donc, on s'est inspiré de l'outil dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le violentomètre, qui sensibilise aux violences conjugales, pour faire le michtomètre. Alors, je précise que nous utilisons le terme michto, non pas pour banaliser ou euphémiser le phénomène, mais pour être sûr que les ados se saisissent de cet outil. On aurait pu écrire réglette graduelle d'auto-évaluation au risque prostitutionnel, mais je doute que ça aurait été suffisamment attractif. Donc voilà, c'est simplement une porte d'entrée pour qu'ils se saisissent de cet outil, mais le mot prostitution est partout et on ne fait aucune ambiguïté sur cette question. Donc là, c'est la première page. Si on peut passer à la page suivante. Voilà. Ah, d'accord. Donc vous avez à gauche le fameux michtomètre qui va du vert au noir. Le vert, vous ne pouvez pas lire, mais vous en faites pas, bientôt il sera à disposition. Donc le vert, ce sont des situations complètement classiques. Il ou elle me laisse m'habiller comme je veux, il ou elle respecte mes décisions quand je dis non, etc. Donc là, on est dans des situations saines. On a les situations qui relèvent de la prostitution. J'accepte de coucher avec des personnes en échange de cadeaux, j'envoie des nudes en échange de récompenses, je fais des shootings sexy pour lancer ma carrière, etc. Et nous avons les comportements qui relèvent du proxénétisme. Par exemple, j'ai donné des conseils à celles qui débutent, j'ai présenté une personne à la personne qui me gère, j'ai touché de l'argent lié à la prostitution d'autrui, etc. À droite, on a un dico qui permet de savoir qu'est-ce qu'on entend par pénétration, qu'est-ce qu'on entend par fellation, parce que pour les ados, ça peut être extrêmement flou, ça peut prêter à confusion. Et un dico sur qu'est-ce qu'on entend par prostitution, escorting, michetonnage, etc. Tout en bas, on rappelle que la loi punit les clients et les proxénètes et considère que la prostitution est une violence. Et sur la dernière page, merci. On a un annuaire avec toutes les structures qui, au niveau national, peuvent venir en aide à ces enfants. Donc cet outil, il est vraiment rudimentaire, il n'est pas parfait. Les choix des mots, on a ergoté pendant longtemps pour savoir quel mot on allait mettre à quel endroit. Le but, c'est de semer une graine dans l'esprit de ces jeunes pour qu'ils se sentent concernés, qu'ils acceptent de parler. Et ça peut aussi servir de support aux professionnels pour avoir un outil qui va éventuellement faciliter un peu le dialogue et de leur donner plus de force de conviction. Donc cet outil, il est parti à l'impression cette semaine. On a imprimé un échantillon test pour faire un test auprès d'un panel d'adolescents. Et selon les retours que nous aurons des professionnels, on amendera si nécessaire certaines formulations pour en faire une diffusion large avant la fin de l'année. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Menon. Merci beaucoup. Voilà, c'était pour qu'on puisse avoir un temps d'échange avec la salle. Donc voilà, c'est à vous. N'hésitez pas, les micros sont là. Et Madame la députée nous laisse. Et merci d'être restée avec nous pendant la table ronde. Merci beaucoup de votre introduction et très bonne journée. À bientôt. Donc n'hésitez pas, moi je trouve que ce qui ressort là très fortement, c'est la question des filles, et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est rare d'avoir à ce point-là sur un sujet aussi dur le caractère genré et les filles qui remontent comme ça. Et puis, alors moi, comme je suis la candide, c'est moi qui pose les questions de néophytes, et je trouve aussi, pour moi il y a quelque chose d'intéressant qui est qu'à la fois on entend bien qu'il y a la question du soutien aux familles et l'accompagnement des familles, mais qu'on entend aussi très bien que la fugue, elle n'arrive pas n'importe comment, elle arrive souvent dans un contexte aussi peut-être de dysfonctionnements familiaux. Et vous avez quand même évoqué des questions très, très lourdes de violence, d'abus, violence physique, négligence.
Donc voilà, moi je me dis, tiens, mais comment on fait le lien entre d'un côté le soutien qu'il faut donner aux familles et puis ce côté dysfonctionnement familiaux. Et le fait, Madame Lieven, vous l'avez dit, il faut arrêter de mettre le focus sur le comportement du jeune, il faut s'interroger sur le contexte et sur les causes, sur ce qui conduit aussi. Parce que là, on est plus de ce que vous avez décrit, à part sur la question de la prostitution peut-être, on est plutôt sur le running from, c'est-à-dire je fuis quelque chose que sur le running to, je vais chercher l'aventure quand même. Donc voilà, pour moi, il y a de ma position d'observatrice et de néophyte, encore une fois, c'est ce questionnement sur le contexte familial qui est parfois quand même très lourd et explique certaines choses. Et de l'autre côté, comment on va accompagner les familles qu'on verra aussi plus tardivement. Là, c'est en attendant que vous leviez votre doigt pour que je puisse vous donner la parole. Vous avez envie d'une pause, mais on a le temps des questions-réponses. Donc, je ne sais pas, peut-être dire quelque chose sur ce contexte familial que vous avez évoqué, vous, Madame Lieven, et vous aussi, sur ces causes de la fugue qu'on retrouve, et que j'avais trouvé moi aussi dans d'autres études, dans la littérature, on les voit. C'est un peu difficile d'improviser. Ce que je vois, c'est quand même que, même dans la prostitution, par exemple, les causes que vous avez dites, ce sont les mêmes. Donc, c'est souvent fuir d'eux, mais aller quelque part. Donc, les causes, là aussi, sont psychologiques. Et là... oui, donc c'est partout la même chose et je pense que vraiment les chiffres ou les raisons qui sont mentionnées sont vraiment les mêmes. C'est quand même étonnant, surtout les chiffres que vous avez donnés, que la violence psychologique qui est vraiment grande, est difficile à voir, mais les écoles, ils le voient, les résultats scolaires, la scolarité. Donc là, les signaux sont là. Donc les écoles, c'est dommage pour les instituteurs ou pour les profs parce que ils ont déjà beaucoup à faire. Je pense que c'est la même chose en France qu'en Belgique, mais là, ils ont vraiment ils sont le radar. Donc il y a des leviers. Bien sûr que le rapportage, les lignes que vous gérez. Donc là, mais oui, c'est vraiment où est-ce qu'on peut voir qu'il y a quelque chose pour la prévention avant la fugue, avant qu'il soit pris dans la prostitution, c'est difficile. Et c'est difficile à voir. Les médias sociaux, je ne sais pas, mais c'est toujours l'école. Donc là, c'est un peu... oui. Merci. C'est comme vous voulez, Carole. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez plus rien à dire. Je ne vous croirais pas. Non, juste sur le contexte, effectivement, je l'ai dit, c'est quelquefois difficile d'avoir des éléments de contexte. Donc nous, on met vraiment un point d'interrogation parce que, d'abord, c'est du déclaratif, je l'ai dit, mais surtout, les conditions, parfois, ne sont vraiment pas aisées pour recueillir les informations. Pour autant, tous les écoutants essaient vraiment de le faire. C'est-à-dire que la fugue, on essaie de la considérer comme effectivement un symptôme, mais voilà, essayer de comprendre le contexte dans lequel elle intervient. Nous avons un élément et un outil très important, c'est l'information préoccupante, justement. C'est-à-dire que nous, quand on transmet au département, on leur dit, voilà ce qu'on a là, aujourd'hui, il a fallu qu'on gère ça, mais ça signifie aussi peut-être qu'il se passe ça dans la famille. L'idée, c'est vraiment pas de se poser en donneur de leçons, c'est très important parce qu'on ne se positionne pas de cette façon-là, c'est plutôt de dire, voilà, on vous donne quelques outils. On ne vous repasse pas la patate chaude, hein. On vous donne quelques outils. Nous, c'est ce qu'on a compris de ce qui se passe pour ce jeune. Quelques outils pour prévenir la récidive. Je crois qu'on est tous un peu dans ces situations-là. Et aussi peut-être les autres conduites à risque. Parce qu'effectivement, hein, j'ai été vite, mais je vous ai dit que la prostitution fait partie des autres conduites à risque. Mais nous, on est très préoccupés par les consommations de produits. Qui sont extrêmement importantes. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est donner des outils pour mieux comprendre, pour prévenir la récidive. Et puis, on intervient le plus possible en amont. C'est-à-dire que quand le mineur nous contacte ou quand le parent nous dit « Attention, j'ai un mineur là, moi je ne sais plus comment faire parce qu'il passe son temps à me menacer de fuguer » ou lorsque le mineur, c'est la situation que j'ai lue volontairement, dit « Là, je n'en peux plus, je vais partir ». C'est essayer d'intervenir le plus tôt possible. Alors après, avec les moyens qu'on a et la façon dont on peut le faire, comme un maillon avec les autres. Hein, c'est comme ça qu'on s'inscrit dans ce dispositif. Mais c'est vrai que je pense que selon la porte d'entrée, quelquefois on oublie qu'on est dans la protection de l'enfance, voilà, notamment sur la prostitution. C'était ce que je voulais dire. Oui, on est dans la protection. Merci, Carole.
Alors, on en a même 2. Alors, je vais vous demander de vous présenter brièvement et puis allez-y, votre question, votre point de vue. Oui, bonjour, Adrien Hubert, directeur de MEX. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il existe dans la typologie que vous dressez de la fugue, une fugue plaisir? C'est-à-dire, je ne veux plus être frustré de par les règles du foyer, les règles du collectif. J'ai fugué et ça me donne l'occasion d'aller voir mes potes, de fumer, de boire, et je reviens. Vous en faites pas, je reviens, 23h, minuit, 1h du matin, mais je reviens. Une fugue plaisir, c'est-à-dire une parenthèse dans le quotidien que le jeune s'octroie. Est-ce que donc vous intégrez ça aussi dans votre typologie? Est-ce que c'est existant? Est-ce que c'est, pour vous, ça fait écho à quelque chose? Et derrière ça, quel traitement cela suppose? Je pense qu'il est complètement différent que ce qu'on a pu décrire là. Merci, c'est très clair. Merci pour votre question. Qui veut tenter? Oui, Carole. Oui, c'est bon. Oui, je vous l'ai dit, on l'entend tout à fait. Le départ, c'est pas que du domicile, c'est évidemment des lieux de placement. Il y a énormément de situations du départ du lieu de placement, mais c'est très souvent ces situations où justement on va pas être en accord avec la demande de l'appelant, qui va être moi je veux juste aller ailleurs. Souvent c'est ça. C'est moi ce foyer il me plaît pas, je veux pas y rester. Il se passe ça ou ça avec les éducateurs, il se passe ça ou ça avec les autres, et puis moi je voudrais être dans celui où il y a ma petite copine. Ce que je vous disais, c'est que justement, l'écoutant, il ne peut pas répondre à ça. Il ne va sûrement pas répondre à ça. En revanche, il va dire, mais là, tu es dehors. Et il va gérer la situation. Ou alors, tu veux partir? Ben non, on ne va pas faire comme ça. Ça peut donner lieu, ce que je vous disais, dans les ressorts de la fugue, à d'autres traitements. Si on peut éviter d'appeler la police ou la gendarmerie, mais si on a le nom d'un éducateur, on peut faire un lien. S'il appelle en journée, on peut faire un lien. C'est toujours aussi la difficulté de l'heure à laquelle il nous appelle. Ce que vous appelez la fugue plaisir, on ne l'appelle pas comme ça, effectivement, mais ce sont des situations que nous avons évidemment au 119, beaucoup. Je ne peux pas les quantifier en revanche. Ça, je ne pourrais pas vous répondre la part de ce type de situation. Mais oui, et d'ailleurs, on voit bien quand même que nous avons aussi des appels de professionnels qui nous alertent. Merci Carole. On aura aussi dans la prochaine table ronde l'intervenante de la PJJ qui en dira aussi quelques mots. Donc restez bien avec nous. Allez-y, H. Chez nous, on compte aussi tous les fugues, donc n'importe combien de temps qu'ils sont partis. Et on ne fait pas la différence fugue plaisir, autre fugue, parce que le risque est là depuis le début. Mais ce qu'on voit dans les chiffres, surtout de la Royaume-Uni, que j'ai dit que c'est là, il y a une loi pour les institutions, ils sont obligés de rapporter chaque fugue, aussi les fugues plaisir. Donc, il y a des enfants qui sont dans les institutions, qui doivent retourner à une certaine heure, mais qui restent souvent chez leurs amis parce que c'est plus chaleureux que dans l'institution. Et là, ils sont obligés de rapporter chaque fois. Et il y a des enfants qui sont rapportés, donc j'ai dit au moyen 6 fois, et c'est parfois 10 fois, c'est parfois 15 fois. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose qui est dans les chiffres. Il faut faire une différence entre de telles fugues et des autres fugues, mais c'est difficile parce qu'on ne sait jamais. C'est juste quand ils retournent que tu sais, ce n'était pas dangereux, il n'y avait pas de risque. Et là, c'est difficile. Alors, on a des discussions là parce que nous, on a droit au prochain dessin de Pavot, mais que vous ne voyez pas encore. Mais je pense qu'on va se le réserver juste à la fin des questions-réponses. On va l'afficher. Madame, vous avez une question? Oui. Alors, moi, je suis Yamina Cassel, référente éducative en milieu ouvert pour l'aide sociale à l'enfance des Yvelines. Et on parle de plus en plus de prostitution chez notamment des jeunes filles de l'ASE. C'est compliqué à accompagner. Et c'est vrai que du coup, la PCE... je ne sais pas si vous accompagnez, s'il y a des choses, des actions que vous proposez autour de ça, parce qu'on est un peu... Ça peut être mis en difficulté, oui. Alors la CPE n'a jamais fait d'action directement à destination des victimes. On n'est pas une association de terrain, on n'a pas d'éducateur, de psychologue ou de médecin pour accueillir ces victimes, mais le but de la CPE au départ, c'était de sensibiliser la population sur ce sujet. Mais comme on sait qu'effectivement l'ensemble des acteurs se sont un peu désemparés vis-à-vis de ce phénomène, on a mis en place des outils. Donc on a un guide à destination des professionnels, on a un guide à destination des parents,
On a mis en place des modules de formation avec des partenaires qui interviennent sur le numérique, sur la santé sexuelle, sur le théâtre forum, etc. Donc on met en place des outils pour essayer d'apporter le plus d'informations possible à ces acteurs qui ont besoin de clés d'analyse, d'idées nouvelles pour envisager de nouvelles méthodes pédagogiques. Donc tous ces outils, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, ils sont téléchargeables gratuitement, acpe-asso.org. Et lorsqu'on a des situations d'adolescents, on renvoie beaucoup vers une association qui propose des consultations sur ces sujets pour essayer de créer du lien avec les adolescents, essayer de détricoter ce qui se passe au niveau justement psychologique, quel traumatisme il y a eu qui a fait qu'il y a ces mises en danger, pour ensuite réorienter vers des centres de soins psychiatriques et en traumatologie. Merci. Monsieur, vous avez une question ? Oui, bonjour. Donc, Alain Boulet, je suis président de l'association d'aide aux parents d'enfants victimes. J'aurais une question pour Monsieur Melon. Vous avez parlé des différentes sortes de prostitution d'enfants, sauf la prostitution familiale, lorsque ce sont les parents qui soit échangent avec d'autres familles, soit lors de soirées. Est-ce que déjà vous considérez ça comme de la prostitution ? Moi, je pense que oui, totalement. Et est-ce que c'est un phénomène marginal ou est-ce que malheureusement, il n'a pas une certaine importance ? Là, je pense qu'on ne peut pas qualifier ça de prostitution parce que les familles qui vont mettre à disposition leurs enfants, là, c'est de la traite des êtres humains. Pour qu'il y ait prostitution, il faut que l'enfant soit reconnu par la justice comme ayant la volonté de se livrer à cet acte sexuel pour une contrepartie. Là, ce sont juste des enfants qui sont vendus, même sans qu'ils aient la parole. Donc, on n'est pas dans le domaine de la prostitution. Ce sont des cas qui existent. Je pense que, bien entendu, il faut les prendre en compte, mais il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce que ces cas de pédocriminalité ne sont pas nécessairement représentatifs de cette explosion, de cette banalisation de la prostitution, qui va bien au-delà de familles qui vendent leurs enfants. Donc, effectivement, c'est un aspect à prendre en compte, mais il ne faudrait pas qu'on réduise la question de la prostitution des mineurs à une simple question de pédocriminalité, parce que ça va bien au-delà de ça. Monsieur ? Mathieu Launay, je suis cadre à l'aide sociale à l'enfance au département du Nord, à Lille. En fait, moi je voulais réagir parce que je pense qu'on est plusieurs départements à constater la recrudescence de la prostitution des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance et aussi le lien entre la fugue et la prostitution. Et en fait, moi je voulais témoigner sur deux choses. La première, c'est quelle réponse on apporte aujourd'hui lors de la fugue. En fait, on constate que on a connaissance par le biais de la famille, de l'entourage, par le biais des réseaux sociaux que la mineure se prostitue. Pour autant, nos professionnels sont assez démunis sur ce qu'ils doivent mettre en place. Donc nous, on essaie d'insister quand même au niveau de la hiérarchie sur la question de la permanence du lien, comme l'a rappelé Mme Goulet tout à l'heure, et sur le fait de dire il faut rester en lien avec ces mineurs pour leur dire aussi, tout à l'heure vous parliez de carence affective, on se préoccupe de toi, tu es importante pour nous, vu que la plupart du temps, c'est des mineurs filles. Et on ne va pas tout de suite venir te chercher, t'amener dans un endroit pour que de toute façon, tu repartes 2 heures après. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est finalement quelle offre de service on peut proposer à ces mineurs. Et là, on est en train de travailler avec une maison d'enfants de notre territoire sur des lits dédiés, à savoir qu'une mineure pourra se présenter à tout moment, prendre une douche, repartir, recharger son téléphone, repartir. Mais on voit bien les résistances auxquelles on est confronté, notamment au niveau des décideurs politiques. Parce que la prostitution des mineurs, c'est pas porteur politiquement, il faut l'assumer. Pour autant, c'est un phénomène qui est de plus en plus mis en avant. Et j'ai envie de dire aussi, on voit aussi la difficulté qu'on peut avoir à travailler avec l'éducation nationale, notamment des établissements privés, pour lequel pointer du doigt une prostitution au sein d'un établissement privé, ça va venir ternir la réputation de cet établissement. Donc moi, ma question, c'est une question, un témoignage en même temps, mais finalement, la réflexion que j'ai, c'est comment on peut finalement, à travers des actions de prévention, à travers aussi une offre de service, parce qu'aujourd'hui, une mineure qui est confrontée, comme vous le disiez tout à l'heure, à un aspect très consumériste, sur les cadeaux, l'argent, etc. C'est sûr que face à l'argent de poche que peut lui donner une maison d'enfants,
clairement, le combat, il est vite dur à gagner. Je vous interromps, monsieur, je vais faire du teasing. La réponse, ce sera plutôt après la pause, voire cet après-midi, parce que c'est vraiment les questions qu'on va se poser au cours des tables rondes. Les dispositifs innovants, l'accompagnement, etc. Ça c'est vraiment ce qui va venir. D'accord ? Mais du coup, c'est évidemment une question très pertinente. Une dernière question. J'ai un monsieur là devant. Dernière question, parce que sinon, il n'y aura pas de pause. Bonjour, Émile Gara, chef de service dans une MEX à Aulnay-sous-Bois. Moi, c'est plus une interrogation personnelle qu'une question en votre direction. Là, à travers vos témoignages, je vois la difficulté qu'il y a de quantifier d'une manière assez précise, parce qu'il y a des écarts qui sont quand même très très larges, que ce soit sur la fugue, que ce soit sur la prostitution. J'ai envie de dire que peut-être c'est la partie émergée d'un iceberg, parce que peut-être ceux qui sont encore plus dans une grande difficulté n'interpellent pas forcément le 119, n'interpellent pas forcément votre association. Comment tous les acteurs, quels qu'ils soient, que ce soit les familles, les professionnels, on peut être sensibilisés, formés bien en amont sur la question du repérage. Parce que je m'imagine qu'il y a peut-être des signaux... voire des signaux faibles. Qu'on n'arrive pas à décoder. Mais pour ça, il faudrait peut-être avoir, sans être dans un référentiel commun, mais des angles de regard où on va aller voir. Pour moi, dans ma pratique, je constate qu'un des indicateurs qui est récurrent, c'est souvent la question au niveau de l'école. C'est vrai qu'ils sont centrales. L'absentéisme scolaire ou le décrochage ? Oui, ça, c'est des signaux. L'absentéisme, mais pas que l'absentéisme. Avant l'absentéisme, il y a les difficultés scolaires qui amènent à ça. Et c'est multifactoriel, il y a aussi au niveau de la santé, toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la protection de l'enfance. J'ai l'impression que ça fait une vingtaine d'années qu'on parle de ça, avec des lois qui sont successives, mais que là, il y a un phénomène qui se massifie à très grande échelle. Et comment on fait ? Bon, effectivement, je sais qu'il y a une table ronde à la fin, où on abordera certainement cette question. Vous serez parmi nous ici, d'ailleurs. C'est ça. Mais vraiment, la question du repérage, parce que sinon, on va être dans du curatif, et c'est déjà un peu tard. Arthur. Je voulais aborder cette question, mais le temps me manquait. Alors, les signes de repérage, il y en a beaucoup. Alors, du coup, parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous vous les dire, mais... Donc, la plupart du temps, sur l'aspect matériel, on a bien évidemment des affaires, des cadeaux, de l'argent qui vient d'on ne sait où. Tes chaussures, elles sont super belles, ça coûte quand même pas mal d'argent. Comment tu les as payées ? Ah non, mais ça, c'est une copine qui me les a prêtés, c'est un cadeau, t'en fais pas, il faut surtout pas en parler de ces cadeaux. Déjà, ça attire l'attention. Ça peut être aussi des numéros de téléphone qui changent tout le temps. Des téléphones portables qui réapparaissent sans cesse, même quand on a confisqué. Dans le journal d'appel, 150, 200 appels inconnus. Ça aussi, ça doit alerter. Ça peut être aussi d'autres objets comme des cartes d'hôtel, plein de préservatifs, des lubrifiants qui peuvent venir corroborer les doutes qu'on peut avoir sur la situation. Ce sont des ados qui sont complètement dépendants de leur relation avec Internet et leur téléphone parce que c'est le lien avec les proxénètes et les clients. Et quand on leur retire leur téléphone, c'est une crise jusqu'à ce qu'on leur rende. Et c'est bien, ça va bien au-delà de la simple addiction qu'on peut voir de manière générale chez les ados qui aiment avoir Internet. On est sur des enfants qui ont des immaturités sentimentales, affectives, qui peuvent être à la fois très fleur bleue, dire moi je suis une petite princesse, je cherche le prince charmant, et en même temps qui peuvent avoir un vocabulaire extrêmement cru quand il s'agit des questions de leur corps, ne pas connaître leur corps d'ailleurs, quand il s'agit de sexualité. Comme vous l'avez expliqué, il y a aussi un gros aspect sur l'aspect absentéisme scolaire, les addictions, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quasiment dans tous les cas des addictions, que ce soit alcool, cannabis, etc. Et un comportement avec le corps qui est complètement altéré, une hypersexualisation, des personnes qui visiblement ne prennent pas soin de leur corps, par exemple, qui peuvent avoir une hygiène très dégradée, alors que dans un autre temps, elles vont passer des heures à se maquiller, donc un comportement très ambivalent vis-à-vis de ça. Voilà, il y a plein de signes, mais justement, on les aborde dans les formations et c'est aussi contenu dans nos guides pour les professionnels. J'ai toujours beaucoup de scrupules à vous couper, Arthur, parce que vous êtes le seul homme à la tribune, je devrais prendre soin de vous, mais là, voilà. Mais je crois que vous avez pu dire du coup ce que vous vouliez dire, et HE voulait rebondir, me semble-t-il. Oui, aux questions des choses qui existent, qu'on pourrait faire après. Je sais que
chez Child Focus, on a maintenant un projet d'essai. On essaie de, si ça marche, c'est une maison vraiment pour, je pense que c'était 6 à 8 filles, donc pas tellement, qui restent là pendant longtemps parce que ça dure longtemps, donc qui ont été dans les réseaux de prostitution, vraiment pour couper tous les liens et l'accompagnement très proche. Donc c'est très intensif et ils ont eu les fonds privés. Donc c'est quelqu'un privé qui a donné les fonds pour ça parce que c'est quand même très difficile d'impliquer les... donc voilà, ça vaut la peine. Moi, je ne suis pas de Child Focus, donc je ne connais pas tellement bien ça commence justement, mais ça vaut la peine de regarder un peu chez eux. Okay. Merci, cette pratique. Merci H. Donc on va, un dessin de Pavo, peut-être juste qu'on va laisser afficher tout le temps de la pause. Oui, vous m'entendez? Oui, Pavo. Alors, j'ai plus que ça, j'en ai 4 des dessins. Alors, oui. On fait vite? On va les faire défiler pendant la pause. Ah d'accord. Allez, un premier qui... voilà, un petit jeu de mots gentil. Est-ce que tu les entends? Il non, rit. J'entends pas, il rit, c'est bon signe. D'accord, très bien. Alors ensuite, j'ai un dessin pour illustrer ce dont nous a parlé Madame Yéven, ou Yévin, pardon, je ne vais pas écorcher votre nom, qui nous a parlé des fugues en Belgique. Il rit encore. C'est quand même curieux d'avoir un symbole national d'un enfant qui montre son sexe. Enfin bon, bref. Chacun fait comme il veut. En fait, on a déjà pensé à le faire disparaître comme cas pour faire comment c'est l'awareness, oui, pour faire, mais c'est difficile. Bon, ensuite, j'ai un dessin qui... Alors oui, on sait que c'est le 116 000 qui organise cette journée, mais Madame Gilmas Adel nous vient du 119, alors c'est vrai que c'est un peu confusionnant, je crois, ces deux numéros-là. Ouais. Et alors, j'ai un dernier dessin, j'hésitais à vous le comment l'afficher. Un dernier dessin pour lequel tu as hésité? Oui, j'ai hésité okay. parce que comment dire, il est assez ignoble, mais c'est pas de ma faute, c'est vos sujets qui sont horribles, c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez pur en fin de compte. Allez, je le fais quand même. Oh. C'est vous qui riez, hein. Je trouve ça vraiment... Et en même temps, oui, c'est une... Voilà. Bon, bah merci à vous. Merci Pavo. Alors, pause 10 minutes. Merci à nos intervenants, merci beaucoup. Et je suis navrée de vous avoir interrompu. Donc 10 minutes de pause, donc s'il vous plaît, 11h25 pour qu'on puisse garder des temps d'échange après.